Merci beaucoup, Karine, pour cette introduction très flatteuse. Donc, moi, je suis journaliste de formation, formateur et consultant depuis une quinzaine d'années. Et j'ai rejoint l'agence Cosa Vostra il y a 2 mois, pour laquelle je développe la formation, l'accompagnement des marques sur le plan des contenus et également tout ce qui peut être développement de contenu pour les médias. Et avant ça, j'ai travaillé beaucoup pendant 4 ans pour une école de journalisme Mmh. professionnelle, formation continue, JPro. Avant ça, j'ai travaillé pour des grands portails américains, AOL, Alta Vista, pour qui j'ai fait à la fois du marketing et de la production de contenu, de l'animation, enfin bref. Et puis, j'ai commencé aussi par la radio. J'ai fait de la radio le matin, ZDNet, journal du matin chronique également, etc., etc. Donc, j'ai un profil un peu marketing initialement, puisque j'ai fait des études de marketing, de publicité, avant de faire du journalisme. Généralement, on fait ça dans l'autre sens. Mais moi, c'était plutôt dans ce sens-là. Et après, enfin, voilà, toutes les connaissances que j'acquiers, je les mets à disposition de l'acquisition, de la fidélisation et de la création de contenu. Ouais, c'est une bonne question, très bonne question. Je dirais qu'il y a encore du travail. On est encore au milieu du gué, hein, des deux côtés. Les marques sont encore loin d'être vraiment, d'avoir la culture pour devenir des médias. Pourquoi? Parce que, euh, en fait, il y a une mue pour moi qui n'est pas encore faite complètement par rapport à une posture vis-à-vis du consommateur. On est encore dans une posture encore très descendante et peut-être pas assez, voilà, un peu trop dans le contrôle, on va dire ça comme ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on masque, qu'on maquille. Enfin voilà, il y a quand même un rapport d'authenticité, mais globalement, hein, je dirais, des Mmh. marques qui n'est pas forcément très, très fair, très honnête, et qui est compliqué à gérer. Alors moi, je l'ai fait, j'ai travaillé pour des marques comme consultant, des grandes banques françaises, j'ai travaillé pour plein de gens qui ne sont pas de l'univers des médias, et, et ils sont très à l'écoute, ils veulent bien comprendre, ils embauchent d'ailleurs beaucoup de journalistes pour les aider à monter des newsrooms ou des content factories, ils sont très demandeurs de ça. Sur la méthodo, il n'y a pas de problème. Là où ça coince, c'est quand je leur dis, vous ne pouvez pas dire ça. Parce que là, vous mentez, ou ça ne va pas être efficace, ou là, en fait, ça n'intéresse que vous. C'est trop auto-centré. En fait, quel est quoi le bénéfice du lecteur là-dessus? Je ne comprends pas. Et en même temps, ils sont très heureux hein, que je fasse l'effort, je suis payé pour ça, hein, de leur dire ce qui ne va pas. Mais il y a encore un problème de culture. Et ça vient, je dirais, presque du plus haut niveau. La culture très marketing, très pavlovienne, stimulus-réponse. On va répéter 15 fois la marque, et puis derrière, ça aura une conséquence. Ce qu'on apprend un peu dans les cultures marketing Oui, oui, traditionnelles. on en est Et, encore à ça, c'est un et on en est encore un peu là-dessus, ouais, en termes de culture. Euh, mais bon, il y a quand même des efforts qui sont faits. Moi, ce que j'ai pu vérifier, c'est que quand même, on me faisait confiance, on m'attribuait une certaine voix dans l'organisation, hein, quand je mettais en place, par exemple, des ateliers de persona pour dire à qui on parle, on va en reparler tout à l'heure peut-être, ou vérifier un petit peu l'efficacité concrète de ce qu'on produisait avec des métriques, l'analyse précise. Euh, ça les intéresse, ils progressent, mais je dirais qu'il y en a quand même assez peu qui aujourd'hui ont la culture du contenu et du service au lecteur, du service vraiment euh, contenu égale service. Voilà. Donc on est encore loin, mais c'est culturel, c'est pas évident. Alors, d'autre côté, du côté des médias, c'est pareil. On a aussi beaucoup de mal à synerger dans la culture du marketing, ou au contraire, il faut effectivement, c'est quoi les métriques? De l'autre côté, c'est dur aussi, hein. Quelles sont les métriques qu'on surveille? Euh, on est encore beaucoup trop dans la subjectivité du journaliste. Voilà, moi, ça me plaît, donc ça devra plaire à tout le monde. Voilà, on n'est pas Mmh. encore assez dans le. euh, on entend souvent, bah oui, ça, tout le monde sait ça. Bah non, c'est pas vrai. Mmh. Non, toi, tu le sais, mais tu n'es pas tout le monde. Et voilà, c'est un peu problématique de schizophrène. Les journalistes sont un peu schizophrènes. Il faut qu'ils fonctionnent à la passion, donc faire des choses qui leur plaisent. En même temps, ils doivent être un petit peu à côté de ce qu'ils sont eux-mêmes pour penser au lecteur. Ce côté schizophrène, ils ont du mal. C'est pas donné à tout le monde et c'est une culture qu'ils n'ont pas forcément. Et donc voilà, après, il y a des évolutions qui, quand même, par rapport à d'où ils partent, qui sont quand même assez rapides.
grâce notamment aux outils d'analyse métrique, statistique, qui les font beaucoup évoluer rapidement. Mais voilà, c'est quand même compliqué. C'est extraordinaire comme réponse parce que, en fait, d'abord, je trouve qu'il y a un fil directeur entre finalement de ce que tu dis, entre ce qui se passe dans les agences et ce qui se passe dans les médias. Et si j'ai bien compris, c'est une sorte de difficulté un petit peu à l'altérité quelque part, au fait de se dire, je me mets vraiment dans les bottes de mon audience ou de mon lecteur ou de mon client ou de qui que ce soit. Et ça, c'est Exactement. marrant parce que tu connais ces clichés de différence entre la France et les États-Unis. Ça apparaît comme étant des clichés, mais c'est vrai que l'Amérique reste quand même le pays du service client. C'est-à-dire qu'on se met en 25 pour que le client soit content, que tu sortes de ton supermarché où tu as 12 personnes qui t'aident à empaqueter tes paquets, à t'amener dans la voiture, à te débrancher de la voiture, ou justement, quand tu es dans une logique marketing, à vraiment penser à qu'est-ce qui va plaire à l'utilisateur en termes de contenu, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour lui et tout. Et comme tu l'as dit d'ailleurs, j'ai remonté, le mot, c'est finalement une différence de culture quelque part. On n'a pas encore vraiment cette culture, j'ai envie de dire, d'altérité, mais c'est un mot un peu extrême, donc c'est pas forcément adapté. Mais si tu veux, moi, je pourrais remonter le fil encore plus haut au niveau philosophique et citer Max Weber, la différence entre les pays protestants et les pays catholiques. Les pays catholiques, c'est Dieu reconnaîtra les siens. Les pays protestants, c'est il faut mériter la grâce divine. Donc, c'est de là toute la très différence beau parallèle, magnifique. qui explique très bien Max Weber dans De l'éthique protestante et l'origine du capitalisme, qui montre très bien la différence, effectivement, des pays catholiques qui, voilà, bah, vous venez à moi, enfin, vous reconnaîtrez bien aussi notre valeur, et puis au contraire, les protestants qui sont des laborieux, qui vont aller chercher le client, parce que sinon, c'est qu'ils ne sont pas dignes de Dieu. Je trouve que c'est un magnifique parallèle. Waouh, j'aurais pas pensé à celui-là pour le coup. Un dernier point là-dessus, j'avais à l'époque interviewé sur cette idée, donc les marques deviennent des médias, j'avais à l'époque interviewé Olivier Benisti, qui était chez Adobe à l'époque, et qui a été aussi une grande figure de ces idées de contenu au service des marques. Et il m'avait dit cette phrase que j'avais trouvée géniale, il me dit, moi je croirais à la blague, enfin à la marque et à l'adage, les marques deviennent des médias, le jour où je trouverai de la pub pour Coca sur le Red Bulletin. Rien de révolutionnaire, hein, c'est toujours les mêmes règles. Le plus important pour moi, c'est je dirais simplement ce qui me distingue peut-être par rapport à certains, c'est que je prends sans doute un peu plus de temps que d'autres sur la première partie qui consiste à savoir à qui on parle. À qui on parle, c'est l'étape la plus importante. Parce que si vous n'êtes pas bon là-dessus, tout s'écroule. Et tout le reste n'a pas lieu d'être. Donc, à qui on parle, c'est-à-dire qui sont vraiment nos prospects et quels sont leurs besoins réels, quels sont leurs comportements, quels sont leurs usages réels. Parce qu'il y a aussi, c'est très compliqué. Pour avoir travaillé moi-même en agence de pub, hein, comme je viens du marketing, j'ai aussi travaillé en agence de pub et notamment deux belles agences, Younger Wickham et FCB. Et chez FCB, je m'occupais du planning stratégique. Donc, j'ai eu la chance de faire également, d'organiser, en tout cas de participer des entretiens quali. On comprend très vite la différence entre ce qui est expliqué et verbalisé et la réalité des motivations. Parce que ça prend du temps de creuser les motivations réelles. Et c'est pareil sur les usages médias, en particulier si on parle de contenu. Il y a toujours un décalage entre ce que les gens disent qu'ils lisent et la réalité de ce qu'ils font. Et ça, il faut bien mesurer. Parce que c'est très positionnel, les contenus. C'est quelque chose qui nous assoit socialement. Donc, on n'est pas très honnête. La plupart des gens ne sont pas honnêtes. Et c'est ce que je demande toujours à mes étudiants, quand je leur demandais, en tout cas quand je donnais des cours de journalisme, qu'est-ce que vous lisez? Et tout le monde me disait le monde diplomatique, le monde, des choses intelligentes, intellectuelles. Et quand je leur demandais qui d'entre vous lit Voici, Gala, etc., les mains ne se levaient pas. Et je leur disais, vous êtes des menteurs parce que statistiquement, la moitié d'entre vous qui devraient en lire. Quand je creusais, on finissait par apprendre que bah, si je l'ai lu chez le coiffeur, ou je l'ai lu à telle occasion, où on me l'a passé. Donc déjà, on commence à comprendre qu'il y a une forte circulation de ces journaux. Ils ne sont pas forcément achetés, mais ils sont lus. Donc, la différence pour moi par rapport à d'autres praticiens peut-être du marketing, c'est que je passe beaucoup de temps à mettre en place des sources pour apprendre qui sont nos lecteurs, quels sont leurs usages réels. Donc, entretien quanti, entretien quali, pour voir vraiment de qui on parle et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et puis, idéalement, on voit également après comment ils se comportent. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi des séquences filmées pour vérifier comment les gens se comportent vraiment
sur des séquences voilà, de prise en main, des choses comme ça. Mais ça, c'est plutôt à l'étape d'après, quand on passe sur les interfaces. Mais en tout cas, voilà, comprendre qui ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils regardent, avec cette facilité de… Voilà, quand on fait du planning stratégique, il faut mettre les gens à l'aise, leur dire, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bon contenu. C'est mon discours toujours, il n'y a pas de bon ou de mauvais contenu. Tout dépend de ce que vous en faites. Donc, libérer la parole pour obtenir des réponses intelligentes et puis se rendre compte qu'en réalité, tout le monde a besoin à la fois de plaisir, de choses pratiques, immédiates, tangibles, et peut-être aussi, bon, plus ou moins selon les personnes et les moments, de choses intelligentes. Mais voyez, c'est ça qui me distingue. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a établi un peu les besoins, c'est une recette. C'est une recette, c'est une sauce dont le goût va être bon ou mauvais selon chaque personne, selon son profil, son éducation, etc., son histoire personnelle. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des ingrédients qui sont équilibrés en fonction d'une concurrence, en fonction d'objectifs, bien entendu. Qu'est-ce qu'on attend de ces contenus? Enfin, tout ça, c'est la base du marketing. Et puis après, une fois qu'on a tout ça, une fois qu'on a déterminé le besoin, les concurrents, les objectifs, les besoins, les concurrents, ensuite, eh bien, effectivement, quels sont les formats, quelles sont les temporalités, les canaux de diffusion, mais ça arrive à la fin. Et souvent, on commence par mettre les formats avant d'avoir fait tout le reste. Donc, c'est un peu ça ma manière de faire. Une fois qu'on a assis l'ensemble des besoins qu'on doit servir, les formats sont plus ou moins adaptés à tel ou tel propos, tel ou tel objectif. Alors, Brian Dean va les appeler les link creators. Rand Fishkin, il va dire who can amplify this? Quand tu crées un contenu, demande-toi toujours qui va être l'amplificateur de ce contenu. Quels sont tes insights, si je puis dire? Genre, faut que j'arrête de dire des mots anglais tous les 2 mots. Je sais que les Français détestent ça, excuse-moi. Mais comment est-ce que tu vois les choses dans cette subdivision quelque part de la recherche sur l'audience, celle des consommateurs finaux et celle de ceux qui vont amplifier ce qu'on crée? Alors, c'est une problématique que je connais surtout par rapport à celle de l'abonnement. L'abonnement, comment on fait diffuse au maximum ces contenus pour créer derrière des acheteurs, donc des abonnés qui sont pas les mêmes. Effectivement, on voit que les contenus qui se diffusent ne sont pas ceux qui font vendre nécessairement. Pas nécessairement, ça peut être le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et souvent, ce n'est pas le cas. Je dirais que oui, alors je suis d'accord sur cette question-là, à condition qu'il n'y ait pas non plus une trop grosse disparité entre les diffuseurs et les acheteurs. C'est-à-dire que Bien s'il n'y a vraiment pas d'affinité du tout, ça ne marche pas non plus. Ah non, Je te donne un exemple. dans ce cas-là. Et tu vois, j'ai un exemple concret parce que je l'ai testé sur mon blog. Un jour, j'ai décidé de tester un nouveau format parce que ça sert à ça, hein, d'avoir un blog, ça sert à tester des choses. Et donc, j'ai décidé de faire un format assez humoristique où je me souviens, le sujet, c'était 10 raisons, 10 manières de préserver la concorde avec son geek, avec son techno aidant, avec la personne avec qui va développer votre site. Et donc, il y a 10 choses à ne pas lui dire si vous voulez vraiment éviter de fâcher. Et c'était un contenu drôle, assez humoristique, et assez bien vu par rapport en tout cas par rapport à mon expérience et à celle que les autres avaient, qui a très très bien fonctionné. Il a extrêmement bien diffusé, j'ai jamais eu autant de relais, de retweets, etc. C'est un des papiers qui a eu le moins de retombées économiques pour moi. C'est-à-dire que j'ai eu 0 appel derrière. Donc, voilà, là, l'idée, c'est que oui, j'ai eu des diffuseurs et ça a sans doute contribué à asseoir ma notoriété. Donc, ce n'est pas forcément inutile. Néanmoins, le rendement de ce papier n'était pas bon. C'est pour ça que je ne l'ai pas refait. J'en ai fait un autre après pour tester et valider, plutôt invalider la technique, mais j'en ai pas refait après. Parce que voilà, ça ne sert à rien de faire venir des gens qui finalement vont s'en amuser, mais qui ne sont pas vraiment consommateurs de tous les autres contenus que je peux proposer. Donc, il faut une certaine affinité quand même si bien sûr, ce n'est pas complètement inutile non plus en termes, voilà, en termes de… il peut y avoir une stratégie de notoriété en général qui peut avoir un effet indirect en deuxième temps. Enfin, en termes de rentabilité, en tout cas, ce n'était pas efficace. Et je dirais qu'aujourd'hui, les contenus pour créer de l'abonnement, il y a ceux qui font de l'audience et qui vont faire venir du gens dans votre tunnel de conversion. Et ça, c'est des contenus souvent émotionnels, souvent dramatiques, polémiques, des sujets qui vont, voilà, ou au contraire très, très pratiques. Non, justement, les sujets pratiques, ils sont les deux. Ils peuvent faire aussi du contenu, de la diffusion, mais surtout c'est ceux-là qui vont être achetés. Donc, il y a les autres contenus, effectivement, ceux qui vont rendre un vrai service, et c'est ceux-là qui vont être achetés. Alors, qu'est-ce que c'est rendre un service?
Pour moi, j'identifie 3 types de services, enfin 4 même. Quand on parle de services, on pense toujours services pratiques. Mais non, en fait, tous les contenus rendent des services. Simplement, ce n'est pas les mêmes types de services. Et il y a des services qui sont à usage immédiat, rapide, et d'autres qui sont à usage différé. C'est la différence que je fais, moi, avec les services. Le service intellectuel, c'est un service différé. Le bénéfice, on en a un, c'est se faire plaisir, se sentir intelligent, certes, mais le bénéfice concret, on ne va l'éprouver que plus tard. Par exemple, on sait que ceux qui ont la meilleure information, meilleur niveau d'information, ont aussi plus de chances de progresser dans l'entreprise. On sait que c'est aussi ceux qui vont faire les meilleures rencontres intelligentes, socialement et économiquement parlant. Bon, donc il y a un intérêt différé, mais concret, mais différé, alors que le sujet pratique, c'est celui qui va vous aider à monter votre table basse, à faire votre mur, etc. Donc, on sent tout de suite beaucoup plus rapidement le service rendu sur du pratique. Les 2 autres services, c'est le service de plaisir. Quand on rigole, quand on s'amuse, ça, c'est un vrai service et les gens sont prêts à payer pour ça. C'est pour ça que les gens vont voir des spectacles ou qui vont voir des films qui les font rire. Et puis, le dernier, c'est le service social, la conversation. Et c'est ce que les gens achetaient, en fait, quand ils achetaient un journal autrefois. C'est principalement ça qu'ils payaient. Ils achetaient du carburant social. Qu'est-ce qui allait alimenter la conversation de la machine à café, du café tout court et de ses collègues. Cet aspect-là, cette valeur-là, elle a été volée, elle a été préemptée par les réseaux sociaux, par les plateformes. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus s'appuyer dessus. Ce qui était hier payant, aujourd'hui est gratuit. Mais néanmoins, ça reste un service très, très puissant. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de récupérer cette conversation, cet usage social sur ses propres plateformes à soi, parce que c'est ça véritablement qui crée un des services les plus puissants. Je le mets au centre. Je le mets au centre. Quand le service est intelligent, il est pratique, qu'il est divertissant, il se partage. D'où les 4 P de ce que j'appelle moi le marketing mix, motivation mix, hein, le pratique, plaisir, penser et partage. Et le partage, c'est au centre. Donc vraiment, pour moi, c'est le cœur de la machine. C'est une bonne formation à marketer, ça. Ça me fait penser, quand je t'écoute, à un marketeur américain ici qui a très, très bien vendu son agence à l'époque et qui est aujourd'hui devenu un speaker de talent. Il vient du monde j'arrive au fait, il vient du monde en fait de Hollywood, des films hollywoodiens. Et il a un petit peu révolutionné l'approche de création des contenus justement standards. Parce qu'il disait que alors, il ne le qualifiait pas avec des mots aussi précis que le tien, que toi en 4 phases, mais il a démontré que les contenus hollywoodiens revêtaient toutes les caractéristiques, les 4 que tu présentes. Et il a donné des exemples très concrets que moi, j'avais transposés après dans un de mes cours à la France. Et il avait donné l'exemple suivant. De combien était, selon vous, la vente de Dalmatiens avant le film Les 101 Dalmatiens? Et il avait démontré, mes stats à l'appui, que quasiment personne n'achetait des Dalmatiens. Enfin, les chiens qui étaient achetés, c'était des bergers allemands, c'était des labradors, des chiens assez classiques. Et il a démontré la recrue, l'attrait, mais phénoménal, que ce dessin animé, qui revêtait toutes les caractéristiques d'un contenu quelque part, avait eu sur l'impact et la croissance de la vente de Dalmatiens. Et il avait ensuite raccordé les wagons avec une agence marketing qui devait faire le marketing pour promouvoir la vente d'un certain type de race de chien. Bon. Et dit, d'après vous, quel est le contenu qui va le marcher le mieux? Celui où on va vous expliquer la taille des taches du Dalmatien, ou des contenus qui seraient inspirés directement de ce dessin animé? Bon, donc il avait fait tout un pataquès après, et c'est vrai que je m'étais dit, en France, par exemple, Bienvenue chez les Ch'tis a quand même redoré le blason du Nord en termes de tourisme, comme je pense aucun contenu d'agence touristique n'a jamais pu le faire. C'était un contenu au service du marketing qui a fait mieux. Donc, je me dis que ce que tu décris là est exactement ce qui devrait être fait. D'ailleurs, c'est souvent, maintenant aux US, quand on parle de storytelling, c'est de ça dont on parle. Hein. Ça regroupe typiquement les 4 caractéristiques des produits que tu présentes. Est-ce que ça, tu arrives à le vendre facilement en France? Oui, alors je le vends en expliquant, en mettant des choses concrètes derrière. Mais oui, bien sûr, en réalité, quand j'arrive sur un site, on retrouve tous ces éléments. Ils sont très clairement dispersés, parfois ils ne sont pas cohérents, parfois l'équilibre n'est pas bon. Je vais vous dire clairement, en fait, on a un souci souvent dans les médias avec un trop gros P de pensée au détriment du plaisir et du pratique. Parce que voilà, les journalistes sont des intellos, qu'ils se projettent encore, on revient sur le premier point, hein,
Ils se projettent beaucoup dans ce qu'ils aiment et pas forcément dans ce que les autres aiment. Et puis parce qu'il y a aussi cette distorsion un peu difficile à comprendre entre ce que le lecteur vous dit qu'il veut et la réalité de ce qu'il est capable d'assimiler. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, le lecteur, je ne dis pas ça, mais entre ce qu'il vous dit qu'il lit et la réalité de ce que vraiment il est prêt à assimiler, il y a quand même un écart. Et puis surtout, il faut beaucoup soigner la forme. C'est-à-dire que dans le plaisir, je mets aussi les formats. Si vous faites un quiz ludique pour expliquer les 10 dernières réformes, je ne sais pas moi, de l'impôt sur le revenu, en essayant de voir s'il y a des petits pièges ou des choses un peu rigolotes, ça sera plus efficace que si vous faites un papier de 3000 signes ou de 5000 signes pour expliquer ça. Donc, le format va jouer énormément, la notion de plaisir y compris, est extrêmement liée aussi à l'efficacité. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ça à la fois. Et par contre, le dosage, plus vous faites des trucs intelligents, et donc un peu compliqués, plus il faudra veiller à ce que le plaisir soit important. C'est ça qui est mal géré souvent. C'est qu'on a des trucs trop arides. Et on retombe sur cette culture un peu rigoriste de l'information intelligente, ça se mérite. Hein, c'est vraiment. Alors là, on retombe sur des choses judéo-chrétiennes. Moi, je pense à Mediapart à chaque fois, qui est vraiment. Voilà, il dit Plenel, attention, il faut. Si c'est sérieux, ça doit être austère, parce que c'est la garantie du sérieux. Ben, en fait, non, ça ne marche pas, ça. Plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus il faut au contraire y mettre des formes, le rendre agréable, attachant, et donc storyteller, quoi. Alors, ça ne marche pas, oui. Mais c'est une forme de marketing aussi, ce que fait Plenel. Hein, parce que c'est ça, Oui, c'est son mais identité. alors, oui, c'est une forme de marketing. Alors, moi, je sais, pour avoir travaillé un petit peu avec eux, que, par exemple, ils ont un souci de consommation de contenu. Donc, oui, c'est du marketing, c'est-à-dire on va s'abonner à leur contenu parce que c'est une cause. Et il y a plusieurs éléments qui favorisent ça. Un, on soutient une cause, c'est-à-dire un journal indépendant dont on a besoin pour la démocratie, etc. Deux, on se rassure en disant qu'on est soi-même très bien, mieux informé que les autres, puisque en fait, on a une indépendance, une liberté, etc. Donc, c'est rassurant. C'est pourquoi j'achète un ordinateur qui a 4 gigas de Hertz alors que je ne fais pas de montage vidéo ni rien. Bah, si je veux, je peux. Ouais, c'est pareil. Donc, je vais aller chez Mediapart parce que si jamais je veux être bien informé, il faut que j'y sois. Donc, ça, c'est du marketing. Néanmoins, il y a un problème de consommation. Ils lisent Comment? pas Au final, les gens Assez qui s'abonnent, peu. c'est incroyable. Il y a quelques contenus qui retiennent l'essentiel de l'attention. Et par rapport à la masse des contenus qui sont produits, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas consommées, pas lues. Un problème d'agrément, un problème de mise en forme. Parce qu'ils n'ont pas cette culture, c'est l'antithèse même d'une forme de culture, justement, de marketing. Marketing éditorial, c'est un gros mot, évidemment, pour eux. Et c'est dommage parce que ça permettrait aux gens d'avoir une meilleure consommation, donc une meilleure fidélisation. Bon, ils s'en sortent bien parce qu'effectivement, ils jouent de ce marketing sur d'autres aspects. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont mauvais, mais pour avoir été contacté par eux, je peux vous dire que ça fait partie des problématiques qu'ils ont. Mais ce qui est phénoménal, c'est qu'ils sont pourtant cités de manière, et je pense à juste titre, comme une référence dans le milieu des médias pour être capable de vivre de leur boulot, quoi, Oui. sans aller se vendre en pub, sans aller demander de l'argent à Pierre-Paul Jacques. Enfin, ça prouve quand même que malgré tout, c'est un modèle qui marche, alors que ceux dont les contenus pourraient être consommés, ils ont du mal à vivre de cette consommation, a priori, non? Je parle des médias. Alors, le Figaro est un modèle qui fonctionne, qui a choisi radicalement un autre modèle avec 60%, 60 ou 70%, je n'arrivais pas à voir les chiffres récemment, j'ai demandé, mais je ne les ai pas eu, entre 60 et 70% de revenus qui viennent de la publicité et des diversifications, et 30% de l'abonnement. Le Monde, c'est le contraire, c'est inversé. Donc, il y a quand même plusieurs modèles qui fonctionnent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas parce que Mediapart, ça marche comme ça, que ça ne marcherait pas mieux si on faisait autrement. Mais ça, c'est super. Donc, mais effectivement, ils ont réussi à trouver, sur le plan marketing, là où ils ont été malins, c'est qu'effectivement, ils ont trouvé, d'ailleurs, moi, j'ai assisté à leur lancement et à leurs évolutions au fil de l'eau. Ils ont assez rapidement compris sur quel sujet il fallait aller et sur quel sujet il ne fallait pas aller. Parce qu'il y a certains sujets qui sont plus vendeurs que d'autres. Hein, les frégates à Taïwan, c'est moins porteur que le ministre de l'économie qui ment sur sa fiche de paie et qui ne paye pas ses impôts. Et il y a des histoires qui sont plus bankable que d'autres. Donc, il y a du marketing éditorial, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils font quand même. Par contre, sur la forme, la notion de plaisir n'est pas assez présente. Ils s'améliorent, ils proposent des choses avec des formats, je ne dis pas que ça ne s'améliore pas, il y a des choses qui sont bien, notamment sur les formats
audio ou audiovisuel, sur les vidéos. Mais sur la partie écrite, ça reste encore un peu hard, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous êtes intelligent, si vous voulez. Après, vous avez aussi, ils ont une chapelle. Ils touchent un public qui est peut-être aussi comme ça. C'est-à-dire, ils ont majoritairement des gens qui qui sont de niveaux sociaux professionnels élevés, des gens instruits, professeurs, chercheurs, etc. Donc, ça coïncide davantage avec ce public-là. Mais même pour ce public-là, pour l'avoir expérimenté, il faut leur apporter du plaisir aussi. C'est un truc que les gens n'ont pas forcément compris. Ah, c'est un public professionnel, il faut être sérieux. Ben non, vous pouvez aussi faire un peu d'humour, vous pouvez apporter de la légèreté, y compris à des professionnels. Écoute, c'était une super digression et un exemple formidable. Moi, c'est marrant parce que, juste pour terminer là-dessus rapidement, je me suis toujours dit, et je ne parle absolument pas ni de la coloration politique, ni de la nature des investigations, en fait, ce n'est pas du tout mon point, mais j'ai toujours considéré que Le Figaro avait une très belle évolution parce qu'ils avaient conçu l'évolution de leurs médias comme une plateforme digitale de prospection, de diffusion de contenu, indépendamment, et je veux dire, la dimension média avec mission journalistique, elle est limite passée un peu en seconde zone, quoi. Bon, mais je te parle au plan économique, je parle encore une fois pas du tout de la coloration politique ni rien. Alors qu'à l'inverse, Mediapart, je trouve, a été à l'opposé extrême de cette recherche de c'est quoi le journalisme, en disant on va banquer tout sur le journalisme d'investigation. Ce que doit vraiment être le journaliste. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas ce côté que tu as en justice aux États-Unis, où le procureur, à la fois, il instruit, mais en même temps, il enquête. Tu n'as pas cette double dimension. J'ai été avocat parmi les juridictions, ça n'existe pas, ça. Donc, à un moment donné, quelque part, c'est laissé libre pour un certain type de professionnel. Et indépendamment de l'aspect guérilla, juge, petit juge et autres, que j'apprécie pas beaucoup, la dimension, la logique économique de Mediapart consiste à dire on appuie à fond sur, on est l'essence même d'un média, c'est-à-dire qu'on enquête et on va chercher l'info. Je trouvais qu'en tous les cas, en termes de modèle économique et de vision, c'était assez puissant. Maintenant, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait, c'est un autre sujet. Je reste sur une question un petit peu média, contenu et mix, parce qu'on assiste quand même un peu à une révolution avec Twitter qui ne va pas très bien, Facebook qui, on ne peut pas dire que ce soit l'éclate non plus. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu préconises et tu recommandes à tes clients d'articuler la création de contenu pour ton propre média, pour leur propre média, et la création de contenu pour le média, entre guillemets, des autres, tels que sont les médias sociaux? Bon, ça fait très longtemps que je dis aux médias qu'il faut qu'ils arrêtent de donner leur contenu gratuitement sur les plateformes. Ça fait très longtemps. Pour moi, ça a toujours été une amorce, mais la conversation, elle doit se passer. On revient à ce que je disais tout à l'heure. La conversation, ce qui apporte de la richesse, qui est le premier déclencheur d'abonnement. Si on regarde Mediapart, si on reprend cet exemple-là, le premier élément d'abonnement de Mediapart, c'est la communauté. C'est le fait d'avoir créé une communauté autour de valeurs communes, sur un purpose particulier, pardon, c'est moi qui utilise un anglicisme, sur un objectif particulier, sur une mission particulière. Et donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, les médias sociaux aujourd'hui doivent être utilisés comme tels, c'est-à-dire ils doivent être des outils de diffusion, mais il faut quand même faire venir les gens chez soi. Donc, tout doit être fait dans ce sens-là. Et par exemple, ce que je préconisais depuis longtemps, c'était de faire du crowdsourcing sur les réseaux. On peut prendre la conversation, récupérer des témoignages, mais derrière, ils doivent être publiés sur ses propres pages. Et à cette condition, et si possible, avoir des outils communautaires. Alors, ceux qui s'y sont essayés, malheureusement, avaient des outils qui étaient tellement pas compétitifs par rapport à ceux qu'on proposait que ça ne marche pas. Mais moi, je défends depuis très longtemps le forum. Le forum, s'il est bien fichu, c'est-à-dire des choses où les gens peuvent se discuter entre eux, échanger des services avec un modérateur. Ça marche encore. Je suis sûr que demain, on propose ça. Les gens vont me dire, c'est vieux jeu et machin. Ça dépend sur quel sujet, ça dépend de quelle manière. Enfin, voilà. Avoir des outils communautaires, organiser la conversation chez soi, faire en sorte que, comme l'a fait Mediapart d'ailleurs, avec ses blogs, cette communauté, pareil, c'était un élément important chez eux. Ça, c'est quelque chose de vital. Les médias ont arrêté ça parce qu'à un moment donné, ils se sont dit, c'est consommateur de temps, il n'y a pas de valeur publicitaire, et puis on a perdu la partie, quoi. Donc, on va laisser tomber ça, et je pense qu'ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Et qu'en réalité, avec les modèles d'abonnement, il faudrait qu'ils y reviennent.
Il y a des outils qui existent d'ailleurs maintenant qui sont plus faciles qu'avant, des outils qui permettent d'organiser, comme West France a racheté un outil qui permet de faire je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ils ont embarqué plus exactement un partenaire qui permet de faire de la discussion. Il y a des outils qui existent aujourd'hui qui permettent de gérer mieux les commentaires ou de modérer un peu, mettre en valeur un peu les commentaires, mais on est encore très loin de ce qui pourrait être fait. Je me rappelle, à belle époque, 20 minutes proposait vraiment des contenus crowdsourcés avec une communauté forte. Ça ne fonctionnait pas sur un modèle d'audience, mais ça marche sur un modèle d'abonnement. Et c'est ça que je recommande aujourd'hui aux médias, c'est de réorganiser la conversation avec des outils beaucoup plus puissants, réservés aux abonnés, bien entendu, et qui permettent de valoriser ceux qui ont des choses à dire. Moi, j'ai créé un média qui s'appelait Quoi.info, qui était justement l'actu pour les nuls et qui fonctionnait sur ce modèle-là. Donc, c'était vraiment quelque chose en lequel je crois. Et je me suis trompé sur le plan économique, puisque à l'époque, je me suis lancé, c'était un business d'audience qui était en train de se casser la figure. Aujourd'hui, ce business, il a de l'intérêt, mais sur de l'abonnement, pour créer des communautés, valoriser la conversation. Et effectivement, le fait qu'on ait du mal avec Twitter, que l'arrivée d'Elon Musk bouscule un petit peu tout ça, qu'on se rende compte que ça devient toxique, ces outils deviennent toxiques, mal gérés, désinformés. Ça, c'est une raison de plus pour que les médias s'emparent de cette chose, proposent des outils efficaces et recréent de la valeur conversationnelle pour leurs abonnés, pour leurs prospects. Écoute, c'est vraiment, vraiment précieux comme réflexion parce qu'il y a une chose que moi, je constate souvent dans les approches, dans les modèles économiques ou les approches un peu stratégiques marketing, c'est le mélange entre construction d'audience et développement de communauté. S'il y a une chose que j'ai pu apprendre à mes dépens, c'est que ce n'était pas du tout la même chose, que ça ne requiert absolument pas le même type de travail, ni le même type de création de contenu, ni le même engagement au niveau du temps, ni la même positionnement au niveau de la marque, ça n'a rien à voir. J'ai eu la chance de faire partie d'une shortlist de marketeurs sollicités pour relire un livre qui va sortir, qui est le 11e bouquin d'un marketeur aux États-Unis qui est très connu et dont la thématique est communauté, justement. Et en gros, la baseline du livre, il sort en mars. C'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie marketing, c'est la stratégie qui consiste à développer une communauté. Et en fait, la question que je t'ai posée amenait un petit peu à ce type d'échange, puisque quand tu crées un contenu sur un site, tu développes potentiellement une audience. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu le fais parce que tu espères quelque part développer un peu ta communauté. Sauf qu'au final, on s'aperçoit que tu développes rien du tout, quoi, parce que c'est le réseau social qui décide de s'il te promeut, il te promet pas, il te met en avant, il te met pas en avant, sauf si tu lui payes. Et dans ces cas-là, tu sais même pas ce que ça va donner. Et à mi-chemin, en fait, on arrive aujourd'hui à une résurgence et une vraie naissance. Je pense que d'ailleurs le métaverse, le Web3 et notamment les NFT permettent ce genre de choses. Vraiment du meilleur moyen de promotion et de déploiement de ton contenu ailleurs et de le placement de ce contenu devant la bonne audience au travers de ces communautés. Et du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'on va aller plus de Twitter, Facebook et des réseaux sociaux traditionnels à des Discord, des Slack ou à d'autres Il y a sur Twitch, il y a la communauté de Massier, comment il s'appelle, c'est un espèce de blogueur politique qui intervient pour la chaîne Public Sénat. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais enfin, il a vraiment une grosse communauté, effectivement. Il y a évidemment celle pareil sur Twitch, comment dirais-je, l'ancien animateur de France Télévisions qui présentait Question pour un champion, j'ai oublié son nom, qui a une grosse communauté aussi. Il arrive à réunir Julien jusqu'à… Lepers. Non, je ne pensais pas à lui, celui qui lui a succédé, en fait. Ah, alors ça, je connais. Vieille, ça va pas, ça me rajeunit. Mais oui, c'est ça, en fait. Il a réussi à développer une grosse communauté, pareil, sur Twitch. C'est des grosses communautés à l'échelle de ces plateformes, qui restent quand même aujourd'hui pas majoritaires, mais il est capable de réunir des dizaines de milliers de personnes simultanément, ce qui est quand même énorme. Il n'y a pas énormément encore de cas comme ça. En revanche, ce que je constate effectivement, et je te rejoins, c'est qu'on a besoin de converser avec un nombre plus limité. C'était l'objet de ma dernière newsletter où je parlais du nombre de Dunbar, le fameux nombre qui limite à peu près à 150 le nombre de personnes avec lesquelles on peut être lié de façon assez intense pour en tirer un bénéfice. Au-delà de ce nombre-là, finalement, les communautés s'étiolent.
150 personnes, c'est à peu près le nombre des tribus originelles du temps de l'homme de Cro-Magnon, quoi. On est au-delà, ça devient compliqué à gérer dans la concorde, pour reprendre un autre terme antithétique de la discorde, mais c'est marrant d'ailleurs qu'ils aient appelé ça discorde. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est que on va vers des communautés plus restreintes avec lesquelles on peut avoir de l'intensité et de la réalité, de l'authenticité, au-delà de la superficialité, voire de la toxicité des médias généralistes, des médias sociaux généralistes. Pour moi, ce n'est pas la fin des médias sociaux, simplement c'est la réalité qui se restreint à des choses plus intenses, plus sélectives. On ne peut pas être ami avec tout le monde, ce n'est pas vrai. Ça ne fonctionne pas. Plus sélectives et donc dont on tire un meilleur bénéfice sur le plan personnel. Alors, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais effectivement, l'audio est très tendance parce que bon, il touche un public un peu élitiste, parce qu'il crée de l'engagement réel. C'est-à-dire qu'il y a autant sur le reach, c'est pas forcément encore le cas. Il n'y a pas beaucoup de monde encore, enfin, c'est pas généralisé. Mais sur l'engagement, oui, l'audio crée une forme d'engagement, que ce soit donc les podcasts et les articles lus. La nouvelle version du Monde audio a fait l'effort d'améliorer par l'emploi d'acteurs qui ont lu des contenus qui ensuite ont été synthétisés par l'application, améliore vraiment la qualité auditive. Et ça, c'est des contenus qui se développent bien. Donc ça, c'est assez tendance. Je dirais que le mélange intelligent entre le texte, l'image, l'audio. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas forcément de contenu ad hoc parfait. C'est la manière dont on va arbitrer et conjuguer tout ça à la fois, de façon un peu maligne. Moi, je crois qu'on n'est encore qu'au début des applications qui vont permettre ça là-dessus. Avec, là, je retestais pour voir s'ils avaient évolué, l'application Juice, qui permet de faire ça avec une synthèse vocale, des textes, une personnalisation. Où on sélectionne en amont et puis ensuite, en fonction de sa consommation, on va avoir du push plus ou moins. Enfin, voilà. Mais sur des sources d'informations et en partie lues, parce que c'est vrai que ça fait gagner du temps dans certains cas. Dans d'autres cas, je pense qu'au contraire, c'est plutôt du texte qu'il faut. Et dans d'autres cas, c'est de la vidéo. C'est que je ne pense pas qu'il y ait un format particulier. C'est une question de temporalité. Et aujourd'hui, bah, finalement, on a parfois du texte quand on voudrait de l'audio, on a parfois de l'audio, de la vidéo quand on voudrait du texte, etc. Il faudrait qu'on puisse avoir tout ça à la fois et que ça soit poussé au bon moment. Donc, je pense que là-dessus, on a un gros travail à faire de personnalisation des formats et de conjugaison de ça de façon intelligente. Et les applications, notamment grâce à l'intelligence artificielle, permettent d'envisager ce genre de choses beaucoup plus facilement à l'avenir. Je crois beaucoup à un coach de l'information qui nous demande dès le départ: bonjour Cyril, quel sujet t'intéresserait aujourd'hui? Je te propose ça, ça, ça. Y a-t-il un sujet que tu veux qu'on approfondisse? Allez, oui, tiens, parle-moi de la guerre en Ukraine. Combien de temps tu as? 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure? Ah, tu peux me laisser sur 10 minutes. Ok, très bien, c'est parti. Et hop, il part sur un truc. Ça, c'est tout à fait possible. Ça serait tout à fait possible, imaginable. Et c'est ça l'avenir pour moi des contenus. C'est un mélange avec l'intelligence artificielle de choses qu'on nous demande, on converse. Et il dit bah, non, finalement, mets-moi un peu plus de texte, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu creuses ce truc-là. Tu peux me faire un papier là-dessus? Je vais chercher dans ma base de données, je reviens vers toi. Je t'apporte l'article plus approfondi. C'est tout à fait possible d'envisager quelque chose comme ça à l'avenir. Pour moi, c'est ça, plutôt que tel ou tel format qu'elle va en poupe. Les infographies, c'est déjà complètement, je dirais, assimilé. Ça fait partie des choses que, voilà, c'est commun. Oui, on va dire que ce qui est tendance aussi, c'est les animations quoi, vidéo, évidemment, avec After Effects, qui deviennent de plus en plus demandées sur certains types de contenus, l'enquête qui mélange l'animation, le texte, etc. Mais on voit vraiment une fusion de tout ça. J'ai interviewé il y a quelques semaines Paul Rotzer, qui est l'auteur d'un bouquin très bien aux États-Unis sur le marketing, l'assimilation, le mélange du marketing et l'intelligence artificielle. Il a créé à Cleveland l'association du marketing, de l'intelligence artificielle aussi appliquée au marketing. Et une des choses qu'il a dites qui est exactement dans la lignée de ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'utilise pas l'intelligence artificielle en tant que telle pour faire une tâche en particulier. On l'utilise pour avoir
alors je ne sais pas évidemment le mot en français, maintenant, mince, une vision très 360 de tout, en fait, et de la stratégie marketing notamment. C'est-à-dire que tu utilises des outils d'intelligence artificielle pour en savoir plus sur ton audience, pour t'aider à créer le contenu, pour maintenant t'aider à créer les images qui vont aller avec le contenu, avec la folie des Dolly et tous ces trucs-là, les Doll-2, là, tu sais. Et donc, exactement ce que tu dis, tu utilises l'intelligence artificielle pour créer des contenus un peu type mix qui s'adaptent toujours, puisque l'intelligence artificielle le permet, aux besoins hyper personnalisés de l'utilisateur. Et je trouve que c'est une super... Est-ce que tu as connaissance d'une appli qui existe déjà là-dessus ou pas? Tu dis The Oui, Juice? il y a Juice, il y a News. The Pour Juice l'instant, ou on est au Juice? début. Les deux. Ouais. Moi, Parce que... j'ai testé News avec Umlaut sur le U, là. J'ai testé Juice. Ok. Juice est plus avancé. Mais bon, il y a encore du travail parce que c'est encore très métallique, très synthétique. Il y a un problème sur la base. Il y a du travail encore à faire. Mais on commence à percevoir ce que ça pourrait donner dans les années qui viennent. Et je pense qu'on on n'est pas loin, en fait. On n'est pas loin de faire un truc qui correspond à ce qu'à mon avis pourrait être vraiment utile. Euh, c'est euh, c'est le mythe de Star Trek, hein. Euh, Enterprise, tu peux me dire aujourd'hui, voilà, c'est ça, en fait. C'est l'aide à la décision, c'est l'aide à la connaissance, mais avec une connaissance fine de son utilisateur parce que bah, on a des données. Alors après, toute la question est, est-ce que les gens accepteront finalement de livrer un peu plus d'eux-mêmes à une machine? Il faudra qu'il y ait des contreparties, bien sûr, de sécurisation, mais sur le plan, en tout cas, purement fonctionnel, ça peut apporter beaucoup. Ouais. Dans la lignée de tout ça, justement, spontanément, des exemples de marques en France qui ont, selon toi, créé des stratégies de contenu extraordinaires, qui ne soient pas celles qu'on connaît déjà, si c'est possible, comme tu es, parce que bon, on va citer toujours les mêmes. Est-ce qu'il y en a deux, trois qui t'ont marqué? Alors, extraordinaire, je ne sais pas. Moi, celle que je trouve assez efficace dans mon domaine, hein, parce que je ne vais pas sur la publicité ni ce genre de choses. J'ai bien aimé ce que fait Moneybox, qui est donc un site qui appartient à Meilleur Taux, qui fait des comparatifs, des infos et comparatifs pour son argent. C'est un peu finance personnelle. Ils ont des contenus extrêmement bien pensés, extrêmement adaptés. La titraille est bonne, les recirculations sont bien faites. Et derrière, c'est évidemment du business, en partie de partenariat. Alors, ils se disent très indépendants, évidemment, mais bon, il y a quand même de la rétribution, hein, de l'affiliation, et puis voilà, de la publicité classique. Donc ça marche plutôt pas mal. Si avec le digital fonctionne bien aussi, pareil, c'est une agence de contenu qui produit des contenus extrêmement bien pensés, avec, tout ce qu'il faut, quoi. Des outils pour les gens de marketing et de contenu, les tendances, les infos chaudes, enfin, il y a tout ce qu'il faut. C'est plutôt bien écrit, c'est bien mis en forme. Welcome to the Jungle, très très bien aussi sur la partie plus, je dirais, entreprise, RH, avec un modèle sur les petites annonces, etc. Classique, mais avec des contenus bien pensés, qui ouvrent un peu le champ de l'entreprise à des choses qui intéressent les gens sur la psychologie, la vie en entreprise, le bonheur en entreprise, comment être épanoui. Cette tendance à pas séparer forcément l'épanouissement de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement une activité productiviste. Donc voilà, je trouve ça plutôt malin. Trois très bons exemples, j'aime beaucoup. Voilà, Cosa Vostra, évidemment, Cosa Vostra, qui est une bonne stratégie d'inbound avec des contenus, des podcasts qui fonctionnent très bien, hein, Génération Do It Yourself, le panier, Mediarama, qui font vraiment beaucoup d'entrées, hein, pour l'agence, qui montrent qu'ils sont orientés contenu, qu'ils sont capables de produire des podcasts, mais pas que, et puis que voilà, ils ont une vision business qui fonctionne. Savoir très précisément quel contenu correspond à quel profil, quelle personne. Très rapidement, hein. Vraiment, il faut savoir vraiment à qui on parle pour quel service, quel est le service rendu. Si le service, c'est un service de tendance, identifier, anticiper une tendance, est-ce que c'est un service pratique, il y a un outil, est-ce que c'est un astuce, est-ce que l'information qu'on donne est quelque chose de structurel et pas simplement le truc dont on parle. Voilà. Moi, je ne parle pas de plein de choses. Faire une newsletter, c'est abandonner plein de choses. Donc, de quoi je ne vais pas parler, c'est aussi très important. Donc, ça veut dire
trier, avec toujours en tête se dire, est-ce que ça parle à qui? Et donc, avoir une idée aussi de tous ces publics pour équilibrer. Il me manque un contenu un peu pratique, opérationnel. J'ai de la tendance, c'est super, ça va parler à telle cible. Il me manque du contenu opérationnel. Eh ben, je vais aller le chercher. Et je ne vais pas simplement recevoir l'information, je vais aller la chercher moi-même. Sur mes Feedly, sur Twitter, je vais aller chercher l'information qui me manque. Ça permet d'avoir une newsletter qui est équilibrée. Et pas simplement se dire, bah, j'ai récupéré ça, c'est super. Hein, si on fait de la curation. Le deuxième truc, c'est qu'il faut que je teste, je regarde systématiquement le résultat de mes tests. Donc, je suis bloqué tout le temps sur mes stats. Et je regarde en détail. Je fais des tests. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai testé les sondages. Les premiers n'étaient pas très concluants. J'ai enfoncé le clou, j'ai fait d'autres sondages. Et puis, le dernier a très, très bien fonctionné et je sais pourquoi. Il a très bien fonctionné, tout simplement parce que la question intéressait. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. La question était plus intéressante pour les gens. Donc, faites des sondages, oui, et ça marche. 9% de taux de clic, rien que sur le sondage, ça marche. Par contre, pas sur tous les sujets. Il faut y aller mollo. Donc, ça, c'est intéressant. Tester, mesurer, ça, c'est extrêmement important. Et je dirais après, c'est l'habitude, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lire beaucoup, se poser des questions, aller chercher ce qui manque. Quand il y a un truc qui manque, se poser la question de là, j'ai une info, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que elle est incomplète en fait? Ça veut dire idéalement, il faudrait que j'ai cette info. Alors, on va la chercher. Donc, c'est le coup d'après. Il faut vraiment penser utilisateur et se dire, je ne veux pas récupérer simplement ce qu'on me raconte. Et puis voilà, le dernier truc, ça fait 4, c'est utiliser le moins de mots possible. Écrire simple, simple, simple. C'est le plus Très, important en très termes fort là-dessus. d'écriture. Tu es très fort là-dessus et je vais te reconnaître encore une chose, c'est que une des raisons, j'ai vraiment consommé avec beaucoup de modération, avec beaucoup d'élan ta newsletter à l'ESJ Pro, et en partie parce que tes phrases étaient très courtes, que ça se lisait vite, que ça se consommait vite, c'était pas une prise de tête, c'était simple à lire. Et ça, c'est vrai que la culture française, la langue américaine se prête beaucoup plus à des écritures très concises. La langue française, c'est plus compliqué. On a tendance à plus empouler les trucs, à les complexifier, mais c'est parce que c'est une plus jolie langue, faut être clair. Donc voilà, mais moi, je trouve, reste pour comparer les deux, Non, vraiment. il faut faire gagner du temps à son lecteur. Ça, c'est la Et base. ça, Il c'est faut faire critique. gagner du temps. Donc, ça fait à faire des choix aussi, c'est-à-dire à accepter que ce ne soit pas exhaustif. Et le lien est là pour aller plus loin. Bah, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le plus efficace avec un petit budget et un rendement maximal, c'est la newsletter. Donc, je commencerai à faire un bon design, newsletter pas trop cher, un outil pas forcément très cher, mais c'est possible avec un petit design, un freelancer, peut-être à mi-temps, dans un premier temps, pour accompagner avec un WordPress, pour avoir des contenus à plus forte valeur ajoutée dans lesquels on va pouvoir envoyer et faire de la recirculation et du business. Diffusion, il faut idéalement quelqu'un, peut-être à mi-temps aussi, pour la diffusion sur les réseaux, la partie communautaire, animer cette communauté qui me semble vitale. Il faut quelqu'un quand même pour le faire. Diffuser, animer, récupérer la parole, gérer les conversations. Et puis, un spécialiste du web marketing aussi, si possible, à mi-temps, voilà, sur les 3 prochains mois pour diffuser quand même, gagner du temps en recrutement, en SIA, SIM. Ça me semble assez intéressant assez rapidement, ou alors que je prête de mon temps, et donc ça coûte de l'argent pour me former, mais je pense qu'il faut quand même une compétence spéciale, on gagne du temps. Voilà, pour moi, c'est un peu les 3 trucs. Ça représente quoi un demi-poste à chaque fois, 4500, 1500 pour la communauté par mois. Donc, on devrait à peu près y arriver. Voilà. Top. Quelle techno rapide pour la newsletter tu recommandes en général? Est-ce que À vraiment Substack, ça Substack, marche c'est bien. adapté? Oui, mais c'est adapté pour les marques? Substack, Ouais. bah, potentiellement, pas pour toutes les marques. Pas pour toutes les marques. Ouais. Sinon, pas pour toutes les marques parce va y avoir quand même on va avoir un problème de différenciation sur le plan du graphisme. Donc ça risque d'être un peu stéréotypé. Non, peut-être pas pour les marques. Non, sinon, il y a Sendinblue qui fonctionne très, très bien, qui est D'accord. quand même assez facile d'utilisation et qui est extrêmement paramétrable, mais alors vraiment sur un canevas simple. C'est-à-dire que Sendinblue, c'est comme Mailchimp, ça permet de faire vraiment tout et n'importe quoi. Faites simple, simple, simple. Et pensez process de fabrication. C'est-à-dire que derrière, il faut être capable de pouvoir avoir de la récurrence et de la constance. Si ça vous prend trop de temps, faites plus simple et diminuez votre seuil. C'est ce que je fais à chaque fois, moi. Hein. Je dis, OK, est-ce que je suis capable de tenir toutes les semaines
ce niveau de qualité. Si je ne suis pas capable, alors il faut que je descende mon niveau d'exigence.